Guadeloupe, actualité. Et place au rendez-vous de la rédaction. L'information de ce mardi 24 mai 2022. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Bérilol, CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, Benaya Mangal, 17 ans de Mana, n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche. L'inquiétude monte dans la commune. Toutes les pistes sont étudiées. Vous entendrez le père de l'adolescent dès le début de ce journal. Et puis, on vous l'annonçait hier, 2 cas de suspicion de variole du singe en Guyane. Des personnes très suivies par les autorités sanitaires qui se veulent rassurantes sur la contagiosité de la maladie. Le docteur Romain Blaiseau, dermatologue au CHC, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous reviendrons également sur ce premier engagement pris hier par la nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, pour un mémorial des victimes de l'esclavage. Nous prendrons des nouvelles du village de Yawapa sur la commune de Kamopi, privé d'école depuis 3 ans. Et puis enfin, à partir d'aujourd'hui, vous trouverez une page spéciale avec l'actualité des élections législatives dans le journal de 18h. Au programme, on fera le point sur le tirage au sort pour la grille de programme de Radio Pays. Et puis ce matin, nous recevions Mylène Mathieu, Thibaut Le Chavega et puis Myrta Kati a lancé hier soir officiellement sa campagne. On y revient à la fin de ce journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et vous le disiez en titre, un jeune homme de Mana a disparu depuis plus de 48 heures. Oui, personne n'a vu Benaya Mangal depuis dimanche soir. Le jeune homme de 17 ans, habitant de Mana, a quitté le domicile familial pour se rendre chez un ami. Après avoir passé du temps chez lui, plusieurs personnes disent l'avoir aperçu dans les communes avoisinantes. L'ami de son fils est la dernière personne à l'avoir vu avec certitude. Pour le père, cette disparition est d'autant plus étonnante que le jeune homme n'avait jamais passé autant de temps sans donner de nouvelles. Son père, Daniel Mangal, l'a signalé à la gendarmerie. Il détaille les derniers déplacements connus de son fils avant qu'il ne disparaisse dans la nature. Mon fils, dimanche à 16h, il était en communication jusqu'à 16h45. À 17h, donc, il se rend chez son ami à 17h, qui se trouve à peu près à 300-400 mètres de notre domicile. Il y passe à peu près, on pourrait dire, 1 heure à faire de la musculation avec lui. Or, son père est absent, ils sont à 2 dans une salle, ils font de la musculation. Ils ont l'habitude de faire cela, de faire cette activité-là. Selon cette dires, avant 18 heures, mon fils Benaya quitte son domicile. Depuis cette heure-là, c'est-à-dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment, j'ai quelques brides d'informations me disant ils l'ont vu effectivement à la fête qu'il y a eu avec un DJ sur voilà les informations que j'ai, et c'est la raison pour laquelle je fais passer quand même un avis de recherche partout pour que les uns et les autres, si vous avez des informations, puissent me contacter afin que nous puissions élucider ce problème rapidement. Daniel Mangal, le fils de Benaya, disparu depuis dimanche. C'est un jeune homme de 17 ans mesurant près d'1m90, athlétique, portant les cheveux courts. Alors si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous. Blocage de la route d'Apatou par les usagers ce matin. Les automobilistes n'en peuvent plus du mauvais état de la route reliant Saint-Laurent-du-Maroni à Apatou. Une 60aine de personnes a monté un barrage très tôt ce matin au niveau de Saint-Jean. Les nombreux trous rendent l'axe accidentogène, rallonge le temps de trajet et impacte évidemment les véhicules des usagers, particulièrement pour ceux qui l'empruntent quotidiennement. Les manifestants exigent une remise aux normes immédiates. Les 2 cas suspects de variole du singe suivis de très près par les autorités sanitaires. En premier lieu par l'ARS, l'Agence régionale de santé de Guyane, et par l'hôpital de Cayenne qui a eu les 2 cas suspects en consultation. Le docteur Romain Blaiseau est dermatologue au CHC. C'est lui qui a diagnostiqué le premier cas suspect. Il explique ce qui l'a poussé à réaliser ce signalement obligatoire concernant cette maladie et les caractéristiques d'une maladie qui ne porte pas si bien son nom que ça. Oui, on est plus proche d'une varicelle, ça y ressemble beaucoup, que d'une variole. Voilà, la variole, c'est un virus qui a disparu de la surface de la Terre grâce à la vaccination.
On parle de variole du singe parce que génétiquement c'est un cousin de cette variole historique, mais ça n'a rien à voir en termes de mortalité et de contagiosité. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de lien avec des singes, c'est parce que historiquement on a découvert cette mortalité chez des singes de laboratoire, mais aujourd'hui les gens qui attrapent cette maladie, il n'y a pas forcément de contact avec des singes. Donc c'est un terme qui est un petit peu inapproprié. Alors ça peut se transmettre par le contact puisque les gens ont des lésions sur la peau, donc on peut l'attraper par contact avec la peau ou bien par du linge ou du matériel qui a été en contact avec cette peau. Il peut y avoir une transmission respiratoire aussi, mais là encore, c'est quelque chose qui nécessite un contact prolongé. Il faut être proche de la personne pendant plusieurs heures avant d'avoir un risque. Donc c'est pas quelque chose que l'on va attraper en 5 minutes parce qu'on s'est assis à côté de quelqu'un. Le docteur Romain Blaiseau, dermatologue au CHT, il répondait à Samir Mathieu, une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre page Facebook. Yael Braun-Pivet s'est pour la première fois exprimée en tant que ministre des Outre-mer. Ouais, c'est à Paris que la nouvelle ministre des Outre-mer s'est exprimée hier lors de la journée d'hommage aux victimes de l'esclavage. Elle a pris des engagements devant les différentes associations réunies. Florian Royer. La fraîchement nommée ministre des Outre-mer s'est engagée à ce que le projet de mémorial dédié aux victimes de l'esclavage voit le jour. Devant des militants et des associations, Yael Braun-Pivet a promis que cet engagement du président serait tenu. Il s'agissait là du premier déplacement officiel de la ministre qui a pris les rênes de la rue Oudinot pas plus tard que vendredi dernier. Pour l'emplacement du mémorial, elle a évoqué le cœur de la capitale, à quelques pas, dit-elle, de l'endroit où la Convention a voté la première abolition. Ce monument réunira les noms des victimes de la traite et de l'esclavage, néanmoins ceux qui sont parvenus jusqu'à nous. Ce mémorial est très attendu et même essentiel pour les descendants d'esclaves, a renchéri le président de l'association CM98 qui perpétue la mémoire de ces faits. Néanmoins, aucune date n'a été donnée. Ce mémorial sera-t-il érigé sous le ministère de Yael Braun-Pivet ? Mystère. Merci Florian Royer pour ces précisions. Un jeune homme de 28 ans abattu dimanche soir à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a été tué par arme à feu dans le quartier de Vampire, non loin de là où a été tué le pasteur il y a 15 jours. Une enquête de gendarmerie a été ouverte et se poursuit. Crue historique sur le Maroni. Notamment à Touenké, les habitants naviguent en pirogue au cœur même du village, transformé en fleuve géant. Des images spectaculaires et surtout inédites avec une crue de 6 mètres jamais atteint jusque-là à Touenké, situé entre le bourg de Maripasoula et Antekumpata. Vous avez donc des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, celle de Radio Pays. Le village Wayapa est toujours privé d'école. Et cela fait des années que ça dure. Yawapa, c'est un petit village amérindien intégré à la commune de Kamopi sur l'Oyapock. Depuis près de 3 ans, l'école est en ruine et les enfants de Wayapa doivent se rendre en pirogue dans des villages plus éloignés, à Trois-Sauts notamment. Vu la distance, certains n'y vont pas, d'autres si, mais pas tous les jours. Une entreprise a accepté de reconstruire une école à Yawapa, mais selon le maire de Kamopi, Laurent Yawalou, elle n'a pas mesuré les difficultés que représente la distance, l'absence d'infrastructures et le transport en pirogue. Ils n'ont pas pris en compte les difficultés liées à l'acheminement de tous les matériaux de construction. La loi nous interdit d'extraire de matériaux de construction tels que les gravillons et les graviers dans le fleuve, ce qui fait qu'il doit amener des cayennes. Et d'autres problèmes à Yawapa, c'est qu'il y a un problème technique à Yawapa. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de cale pour décharger le matériel de construction. L'entreprise dit comment je vais faire pour décharger moi le matériel parce que c'est très compliqué. Tout ça n'a pas été pris en compte dès le départ. Donc il y a eu une construction d'un pont à Yawapa, mais qu'avec l'école est parti aussi. Ça a été mal conçu, la conception n'était pas parfaite. Laurent Yawalou, le maire de Kamopi, répondait à Florian Royer. Des factions criminelles brésiliennes installées sur le territoire guyanais. C'est une réalité expliquée ce mardi par le général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie de Guyane, invité du supplément pays. Au micro de Samir Mathieu et Kylian Akwabi, le général Bras est longuement revenu sur la situation en forêt où des bandes armées agissent mais ont été en partie chassées par les gendarmes et forces armées en Guyane. Mais depuis quelques mois maintenant, les noms d'individus appartenant à des factions, ce sont des groupes criminels constitués sur le même principe que des mafias en Europe et en Amérique du Nord, mais qui jusqu'à présent se cantonnaient seuls aux limites géographiques brésiliennes dans les favelas et les grandes villes. Certains membres sont désormais en Guyane sur un secteur géographique qui va de Saint-Georges à Kourou. Les explications du général Bras.
C'est un phénomène qui est ancien et qui est bien connu au Brésil. Ce sont des factions criminelles, des groupes criminels qui, pour beaucoup, prennent naissance dans les prisons brésiliennes et qui sont de véritables mafias, un petit peu sur le modèle de ce qu'on peut avoir en Italie ou en Sicile, et dont le but est de faire du bénéfice avec des activités criminelles, notamment les trafics de stupéfiants. Donc on en a beaucoup au Brésil, c'est connu dans les favelas, etc. Et on en a dans l'État d'Amapá, voisin. Et ce que l'on note, c'est que depuis quelque temps, sur nos opérations, on a interpellé des individus qui sont reconnus comme appartenant à ces factions armées brésiliennes, avec pour but, évidemment, de, pourquoi pas, prendre pied sur le sol guyanais, notamment pour tout ce qui est lié au trafic de stupéfiants. Les explications du général Stéphane Bras. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirden. Et on ouvre notre page spéciale législative et on connaît désormais les affiches des débats sur Radio Pays. On vous l'annonçait hier, Radio Pays vous propose une grille spéciale législative 2022 sur votre fréquence radio, mais aussi sur Internet et nos réseaux sociaux. Hier soir ont eu lieu les tirages au sort au Grand Hôtel Montabo pour connaître l'ordre de passage dans les candidats du 7h et les trios de candidats dans le Grand Forum Les Débats. Plusieurs candidats remplaçants ou autres représentants ont fait le déplacement pour assister au tirage au sort. Écoutez la réaction successivement de Boris Chanksit, Wender Karam, Roland Chalco-Lefay et Christophe Madère. Tous les tirages sont bons, moi je veux débattre avec tout le monde. Ça va être, j'imagine, intéressant pour tous. On va pouvoir échanger, débattre et puis nous verrons bien qui pourra s'en sortir le mieux. Ça ne veut pas dire écraser les autres, ça veut dire être le plus convaincant. Et moi j'y vais dans cette optique-là. Le plus important c'est le message, de toutes les façons, quels que soient les candidats. Il faut sous-estimer aucun, pour moi ils sont tous de la même valeur et on va faire prévaloir nos idées, c'est ce qui est important pour moi. Le message et puis les candidats, on est tous au combat, donc quel que soit le tirage au sort, lorsqu'on se positionne, il faut être prêt face à tous les candidats et je pense être prête. Il faudra tout simplement se distinguer parce que je porte pas tout à fait le même message que les autres. C'est vrai que je viens d'un monde militant, mais moi je veux un réel changement et je viens avec des propositions très fortes. Alors peut-être que certains vont me dire c'est impossible, mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut que ça bouge, il faut qu'on pose des bases de ce qui est important à changer en Guyane. Et puis le premier débat du Grand Forum aura lieu donc demain, mercredi 25 mai, à partir de 11h30. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet recevra Roland Chalco-Lefay, Yari Cantou, Philippe Bouba pour la première circonscription. Et puis retrouver l'ensemble de la programmation sur www.radiopays.com. Et les premières interviews politiques ont commencé ce matin. L'agenda politique sera chargé ces 3 prochaines semaines avec en ligne de mire le premier tour des élections législatives le 11 juin prochain. Ce matin, Mylène Mathieu puis Thibault Lechavega, tous les deux candidats sur la première circonscription, sont venus à Radio Pays pour parler de leur candidature. La présidente de l'URPS, des infirmiers et libéraux de Guyane a mis en avant son expérience et la nécessité, a-t-elle dit, de changer les choses au niveau national. On l'écoute. Je travaille donc au sein de la population quotidiennement et je perçois les difficultés sociales, économiques et bien entendu sanitaires. Je suis aussi une femme en politique. Vous savez que j'ai été conseillère territoriale et à ce titre, j'ai appréhendé les grands enjeux que la Guyane a relevés. De mon poste aussi de présidente de l'Union régionale des professionnels de santé, je participe depuis plus de 10 ans à la mise en place du projet régional de santé et je perçois aussi avec précision les manquements de l'offre de soins en Guyane. À tous ces postes, j'ai pu observer que finalement, c'est au niveau national qu'il faut agir. À un moment donné, vous arrivez à un plafond de verre où on vous dit là c'est politique. Ah Madame Mathieu, nous avons fait remonter, mais là c'est politique. À tous les niveaux, dans toutes mes représentations, et je vous parlais du système de santé, là aussi, il faut alerter au plus haut. Donc à un moment donné, vous vous dites à un moment donné, il faut passer le pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je veux agir au niveau national parce que c'est là qu'on peut faire bouger les lignes politiques. Je veux des moyens pour la Guyane. Moi je veux agir pour l'intérêt général et agir pour l'intérêt de notre territoire. De son côté, Thibault Lechavega, investi par le mouvement de Gabriel Serville, Pays Guyane, s'est présenté comme le candidat de la continuité et de la cohérence par rapport à l'action politique de Gabriel Serville menée depuis ces dernières années. Ce qui consiste en notre ossature, nous, à Pays Guyane, c'est la question de l'autonomie de gestion. Nous sommes pour l'évolution statutaire, l'amélioration de notre cadre institutionnel. C'est ce que nous allons défendre, porter aux côtés des élus du territoire et de la CTG. Le combat principal pour moi, c'est de répondre à l'urgence sociale du territoire. Me battre contre la vie chère, la convergence, comme on dit maintenant, des niveaux de vie entre la Guyane et le reste du territoire national. Et après, il y a bien évidemment la question du pillage de ressources halieutiques et aurifères qui va de pair pour moi avec la question de l'économie. Ce sont deux questions que l'on ne peut pas
séparés et qui va de pair aussi à la question de l'insécurité. Ce sont comme ça des thématiques qui sont intrinsèquement liées parce qu'elles vont ensemble, qu'on le veuille ou non. L'urgence sociale, c'est la vie chère, mais c'est aussi la question du logement, c'est aussi la question de l'éducation. Quand on traite un sujet, on traite l'ensemble des autres. Nous avons commencé à porter les combats avec Gabriel Serville pendant 9 ans et demi. Aujourd'hui, nous les portons à la CTG. Il faut passer à la vitesse supérieure pour agir à la CTG et au niveau national en mettant un représentant de la majorité territoriale à l'Assemblée nationale. Demain, les candidats de 7h seront Christophe Madère à 7h15, puis Rudy Stephenson à 7h30 au micro de Victor Zamit. Sur le terrain, chaque candidat est désormais au combat. Et oui, hier soir, c'est Myrta Cattier, investie par le parti NFG Nouvelle Force de Guyane, qui a officiellement lancé sa campagne au Mercure Royal Amazonien à Cayenne, devant près de 200 personnes. Celle qui est adjointe à la ville de Cayenne et principale de collège a voulu placer le débat sur 2 questions essentielles à ses yeux, l'immigration et le social, 2 sujets chers aussi à son parti NFG, le parti de la sénatrice Marie-Laure Finera-Hort. Lors de cette soirée, il a été rappelé le parcours militant et politique de Myrta Cattier, qui a été tête de section Petite Couronne pour Alain Tienglang en 2015 et conseillère territoriale jusqu'à l'an dernier. Myrta Cattier, forte de cette expérience, veut pouvoir porter une voix et un projet qui feront avancer la Guyane, a-t-elle martelé. Alors l'immigration, la sécurité, la jeunesse, l'économie, la santé, voilà. Ce sera ça, parce que ce sont des thèmes qui touchent vraiment au bien-être de notre population. Et le projet que je porte vise au mieux vivre ensemble en Guyane. C'est aussi le projet d'un parti, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est un projet de parti. Nous pratiquons le pragmatisme. Nous avons des problèmes, il faut que nous arrivions à les régler. Et en plus de cela, nous disons qu'il faut être ensemble pour réussir. Nous avons vu que notre pays s'enlise parce que parfois, il y a des égos. Les élus, pour moi, ils sont élus pour le peuple, mais en réalité, parfois, on est élus les uns contre les autres. Et ça dessert forcément le pays. Tant qu'on ne se mettra pas vraiment ensemble et donner cet amour à notre territoire, eh bien on n'y arrivera pas. Myrta Cattier, candidate dans la première circonscription, elle répondait à Samir Mathieu. Merci beaucoup Arnaud Berry, LOL Sirver, un journal à revoir sur la page Facebook de Radio Pays. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h. Quant à vous, vous êtes de retour à 18h. À 18h, merci. Très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays, 106.3 à Saint-Laurent. Partageons l'essentiel. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.